Bonsoir et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle formation en ligne du programme proposé par le laboratoire LCS. Et ce soir, je vous propose ensemble d'étudier la prise en charge en lentilles de contact pour les astigmatismes irréguliers avec des concepts récemment réintroduits sur le marché français que sont les lentilles hybrides et les lentilles sclérales par le biais de deux lentilles, la lentille hybride et la lentille ICD qui veut dire Irregular Corneal Design. Encore une fois, je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue ce soir. Nous serons assez nombreux ce soir et pour cela, pour améliorer la qualité sonore de tous et toutes, je vais volontairement couper vos micros. Vous aurez la possibilité malgré tout de prendre la parole et de poser vos questions. Soit en levant la main sur votre tableau de bord sur le côté, vous avez une petite main levée qui vous permet donc de lever la main et puis bien sûr de pouvoir écrire vos questions que je retranscrirai et auxquelles je répondrai au fur et à mesure. Voilà, l'idée ce soir c'est d'essayer de passer 1 heure ensemble. Le programme est assez chargé puisque nous allons voir et étudier 2 lentilles et en tout cas je vous souhaite encore à tous et à toutes la bienvenue. Pour commencer, nous allons parler ce soir de cornées irrégulières. Pour dépister ces cornées, nous avons besoin d'outils performants, modernes, tels que le topographe, les kératomètres étant bien souvent trop imprécis parce que la zone est évaluée avec un kératomètre type Javal ou Sutcliffe dépasse pas 3 à 4 mm. Et donc la notion de topographie cornéenne, comme on le voit ici, à l'aide de topographes modernes, tels le Medmonde par exemple ici, ou d'autres topographes, nous permettent d'avoir une étendue pouvant aller quelquefois même de limbe à limbe pour avoir une bonne idée de la surface cornéenne et donc de ses irrégularités. Ces irrégularités bien souvent que l'on peut déceler aussi par la réflexion des mires de disques de Placido lorsque celles-ci sont extrêmement importantes. Mais pour être précis, une cornée irrégulière, c'est quoi? Eh bien souvent, pour juger d'une cornée irrégulière, il faut associer plusieurs facteurs. Et c'est l'association de ces plusieurs facteurs, de plusieurs indicateurs, qui vont nous dire si oui ou non cette cornée est irrégulière. Alors voici différents indicateurs qui vont nous donner des références et tout simplement en topographie cornéenne, lorsque vous aurez une kérato aux alentours de 7,80 à peu près, on pourra dire que cette cornée est plutôt normale, en tout cas ne présente pas ou peu d'irrégularité si les autres indicateurs vont dans le même sens. Bien évidemment, on sait que les kératos, plus elles sont cambrées, plus on risque d'être face à un kératocone, bien que quelquefois des kératos cambrées sont quelquefois régulières. Et puis les kératos très très plates, ça peut être tout simplement un hypermétrope, mais ça peut être aussi une dégénérescence marginale pellucine. L'échelle aussi souvent présente sur vos topographes, lorsque vous avez une échelle de plus de 10 dioptries entre les valeurs minimales et maximales, ça peut être un indicateur. L'excentricité, lorsqu'elle est extrêmement forte et anormalement élevée, supérieure à 0,8, c'est un indicateur aussi d'un aplatissement anormal et donc peut-être d'une irrégularité. Et puis on a tous les indices spécifiques de l'irrégularité cornéenne, que sont l'IS, le SAI et le SRI. Donc l'IS index lorsqu'il est supérieur à 1,50 dioptrie, le SAI lorsqu'il est supérieur à 1, c'est un indicateur sans unité de valeur, et le SRI lorsqu'il est supérieur à 0,8. Ce sont des algorithmes mathématiques qui nous permettent d'évaluer ces irrégularités. Certains topographes vont aussi vous donner des indicateurs de couleur, et ça c'est très pratique. En plus donc de la morphologie colorée de la topographie, comme on peut le voir ici avec un magnifique kératocone un tout petit peu décentré, on a aussi ces indicateurs ici qui passent au rouge et qui vont, plus ça va être rouge, bien sûr, plus la cornée est jugée comme irrégulière. Et à l'inverse, ici, on voit une cornée plutôt régulière avec des indicateurs au vert. Et donc, ici, nous sommes tout simplement en face à une cornée qui a un fort aplatissement, mais qui est donc régulière. Voilà pour la petite introduction. Quelle était la prise en charge de ces types de morphologie cornéenne atypique? Tout simplement, on pense aux lentilles rigides qui depuis des années, on pourrait même dire des dizaines d'années,
ont quand même relativement bien évolué d'un point de vue géométrie et matériaux, mais ça reste quelquefois difficile à supporter, difficile à centrer, difficile à adapter. C'est pourquoi on a fait appel à l'association Lentille-Rigide, Lentille-Souple via l'intermédiaire du piggyback. Eh bien, on verra que ce piggyback, à l'heure d'aujourd'hui, peut tout simplement être remplacé par la lentille hybride, une seule et même lentille avec une rigide au centre et une souple au bord. Et puis, on a aussi la lentille cornéo-sclérale. Alors, il en existait déjà pas mal, en tout cas quelques-unes sur le marché, qui étaient somme toute assez peu connues, la LRAS par exemple, la SL, et puis on pense aussi à la Rosca XL, qui est arrivée il y a quelques années maintenant. Mais ces lentilles restent des lentilles cornéennes, et dans le cadre de très fortes irrégularités, eh bien quelquefois ça ne suffit pas, où on a des complications, comme ici vous voyez beaucoup de bulles, eh bien la lentille sclérale, elle, va offrir d'autres opportunités, et donc c'est ce que l'on va voir ce soir. Alors, ces adaptations avec ces concepts qu'on vient de voir, lentille rigide, piggyback, lentille cornéosclérale, eh bien, l'adaptation était quelquefois complexe, avec des centrages des fois un peu incertains, des effets de bascule, des microbules, des pictets cornéens, et quelquefois, à défaut d'équiper au mieux, on équipait au moins mal. Ces adaptations étaient très chronophages et les résultats assez peu prédictibles au fur et à mesure que l'irrégularité était importante, bien sûr, mais somme toute, quand même, avec un taux de satisfaction qui n'était pas si mauvais, mais qui peut être amélioré grâce à ces nouveaux concepts. Et puis, surtout, le manque de confort lié aux lentilles rigides. Combien de porteurs vous ont dit, oui, je vois bien, mais qu'est-ce que je les sens et je les supporte pas, ou pas trop bien, ou pas trop longtemps dans la journée, etc., etc. Voilà. Donc, pour répondre à ces interrogations, ces questions et ces problématiques, ce soir, on vous propose deux lentilles qui sont arrivées en France il y a de cela environ 2 à 3 ans, l'ICD il y a 3 ans maintenant, en octobre 2012, et puis l'hybride silicone, eh bien, il y a de cela maintenant à peu près 2 ans. Ces deux lentilles, tout simplement pour pouvoir améliorer l'adaptation de ces cornées spécifiques, ces cornées irrégulières, améliorer aussi le confort et surtout rendre vos adaptations plus prédictibles en termes de résultats grâce tout simplement à l'association de la zone rigide pour la vision et une jupe souple en périphérie pour le confort et le centrage. Ce sont les lentilles hybrides. L'hybride silicone qui va présenter un ODK et respecter ainsi la physiologie oculaire. Et on retrouve ici ce dessin, ce schéma qui explique ici au milieu cette partie rigide pour rétablir une surface régulière sur ces cornets et donc permettre une qualité visuelle optimale. Et la jupe, alors la partie souple qu'on appelle jupe et qui permet donc de faciliter l'adaptation, le confort via un centrage qui va être de meilleure qualité, il n'y aura pas d'effet bascule et puis un bord souple pour aussi plus de confort. Et puis on a, lorsque les irrégularités sont encore plus fortes ou les cornets tellement fragiles qu'on ne peut plus envisager de lentilles de contact, eh bien les lentilles mini-sclérales ou lentilles sclérales. Alors, petit aparté, on parle de lentilles sclérales à partir de 18 mm, on parle de lentilles cornéosclérales jusqu'à 15 mm, et entre 15 et 18, ce sont les mini-sclérales. Alors, ce sont des lentilles qui ne présentent pas de contact avec la cornée, elles ont un diamètre, l'ICD, ICD pour Irregular Corneal Design, a un diamètre de 16,5 mm, elles présentent un ODK, puisqu'on est sur un DK de 145, et on va étudier ces deux lentilles ce soir un petit peu plus en détail. Cette lentille ICD, vous voyez ici, elle pose sur la conjonctive, elle passe en pont sans toucher la cornée, du limbe jusqu'au limbe de l'autre côté, et retrouve un appui scléral, on pourrait dire conjonctival pour être plus précis, mais on dit que ça pose sur la sclère, par défaut. Voilà. Et vous voyez bien au centre ici, lorsqu'on grossit, il n'y a vraiment pas de contact. Et donc l'épaisseur que l'on attend ici, on verra, c'est de l'ordre à peu près de 300 microns. Quand on sait qu'en lentille rigide, on adapte entre 20 et 40 micromètres, ici on adapte à 300 microns de la cornée, on est 10 fois plus de larme qu'en lentille rigide. Donc vraiment aucun contact. Alors les indications, pourquoi l'une, pourquoi l'autre, quand est-ce que l'on conseille l'une, quand est-ce que l'on conseille l'autre? Eh bien la lentille hybride silicone, elle, je vous conseille de l'utiliser
lorsque vous avez déjà fait un essai préalable en lentille rigide, avec la détermination d'un R0 qui était somme toute pas si mal, la définition d'une réfraction envisageable sur cette lentille. Enfin, globalement, quand on a essayé une lentille rigide avant, mais qu'on a des complications avec ces lentilles rigides, c'est un peu la solution après la lentille rigide. Hein. Ou alors, on peut également démarrer en lentille hybride silicone lorsque l'irrégularité ou le kératocone, par exemple, sera de stade 1, 2, voire débutant 3. Hein, d'accord. Donc, on va plutôt parler d'irrégularité faible à modérée pour ces lentilles hybrides, de façon à avoir un résultat très rapide. Bien évidemment, on peut adapter des irrégularités plus fortes, plus complexes, mais à ce moment-là, ça prendra effectivement un petit peu plus de temps. Donc, pour gagner en rapidité, je veux dire les irrégularités faibles à modérées en hybride. Et puis, les lentilles sclérales ou mini-sclérales, elles seront plus indiquées sur les irrégularités plus fortes lorsqu'on n'a pas pu poser de lentilles rigides, parce que la cornée est trop fragile, parce qu'on ne sait même pas par où commencer tellement c'est irrégulier. Eh bien, ces lentilles sclérales, qui ne vont pas réellement suivre les irrégularités, mais passer un pont, enfin un énorme pont au-dessus de la cornée, eh bien, tout simplement, vont vous permettre de débuter sereinement et facilement ces lentilles, l'adaptation de ces cornées irrégulières en lentilles mini-sclérales. Alors pour ça, la topographie, elle nous aide beaucoup, bien sûr, je vous en parlais tout à l'heure. Vous avez en haut tout simplement ici des cornées régulières, pas trop astigmates à gauche ici, puis de plus en plus astigmates, toujours sur la même ligne en haut, la ligne tout en haut, ce sont que des cornées régulières. Et bien ici, on peut adapter bien sûr ces porteurs en lentilles hybrides, mais aucun intérêt de mettre de lentilles sclérales. Vous voyez, on a fait une frontière fictive ici, à peu près aux environs, par ici. Et bien tout ce qui va se situer à gauche ici sera plutôt une indication de lentille hybride, et tout ce qui va se situer un peu plus sur la droite, bien plutôt une indication de lentille mini-sclérale. Alors vous voyez ici, c'est kératocones tout juste débutants, limite frustre, ou même un petit peu plus évolué, de stade 1, 2, et pourquoi pas même en stade 3. Ici, ce kératocone, ici, il pourrait très bien être adapté, et même, je dirais, très facilement en lentille hybride, compte tenu du faible aplatissement périphérique que l'on a sur ce type de morphologie cornéenne. Et puis, donc les kératocones, vous l'avez compris, sont aussi faciles à adapter en ICD qu'en lentille hybride. Tout dépendra de l'évolution du kératocone. Sur un kératocone très évolué comme celui-ci, on peut faire une lentille hybride, ça sera plus long. Par contre, si vous faites une lentille sclérale, ça sera plus rapide et le résultat sera tout aussi efficace. Alors, concernant ensuite quelques désénérescences marginales pellucides, on a une ligne ici, eh bien, lorsqu'elle est toute débutante, comme c'est le cas ici, faites plutôt une lentille hybride, on pourrait très bien presque équiper en lentille rigide, mais ça va bailler un petit peu en bas. Le fait de mettre une jupe, justement, ça va recentrer la lentille, il n'y aura plus d'effet de bulle sous la lentille, etc. Et donc ça va vraiment améliorer la prédictibilité de votre adaptation et le confort du porteur. Et puis plus je vais aller sur la droite, plus la DMP évolue, et là plus ça devient aussi quelquefois plus difficile aussi en lentille hybride, et donc la lentille sclérale devient une vraie indication, et surtout ne pas toucher à l'apex de la DMP, au sommet de l'ectasie, pour éviter donc toute érosion et donc toute complication associée. Alors, concernant maintenant les post-chirurgies réfractives, vous voyez ici, eh bien c'est un petit peu mitigé, un peu hybride, un peu plus ICD, eh bien ça dépendra en fait de l'irrégularité, de la taille de la zone opérée. Il ne faut pas que la lentille hybride vienne s'encastrer dans cette zone, puisque le diamètre de la zone rigide en standard est de 8,50, même si on le verra tout à l'heure, un deuxième diamètre est disponible depuis maintenant 1 mois et demi. Et puis, il y a surtout quelquefois des sécheresses secondaires associées à cette post-chirurgie réfractive. Et donc, pour gérer la sécheresse, rien de tel que l'ICD, puisque l'ICD est aussi une lentille spécifique dans la prise en charge de sécheresse oculaire. Mais ce n'est pas notre thème ce soir principal, donc je vais passer assez vite. Et puis, vous avez en bas tout ce qui va être dystrophie, traumatisme cornéen, des irrégularités, vous voyez ici, somme toute extrêmes. Et donc, pour déterminer un rayon, c'est vraiment difficile. Donc, ne partez pas en hybride, mais partez plutôt en lentille mini-sclérale, d'autant que sur ces cornées, on évitera d'avoir le moindre contact pour toujours, encore une fois, essayer de préserver au maximum l'épithélium et la surface cornéenne.
Voilà pour l'introduction, et donc je vais vous proposer maintenant de démarrer par la première lentille qui est la lentille hybride. La lentille hybride, je vous disais, en fait, est une lentille biphasique, c'est-à-dire une lentille faite de deux parties, une partie rigide au centre et une partie souple en périphérie. Le centre va se définir par un R0, comme vous avez l'habitude de le faire en lentille rigide. Ce seront des règles classiques d'adaptation de R0 sur cornée irrégulière en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, et on verra qu'il est même possible de switcher une lentille à l'hybride. On verra un exemple en fin de présentation. Ce diamètre est standard, ce diamètre de zone rigide ici, il est standard à 8,5 mm, mais depuis 1 mois et demi, je vous le disais, il y a un deuxième diamètre disponible de 10 mm, et on verra tout à l'heure la règle d'adaptation pour les cornées irrégulières. Le dk de la zone rigide est de 100, l'épaisseur est faible, elle est de 0,14 mm, et on a tout un panel de rayons de puissance très très vaste. Pour la partie souple, la jupe, qui est ici en partie incolore, eh bien, ça nous procure un diamètre total de 14,90 mm en diamètre standard. C'est à peine plus grand qu'une lentille souple torique, mais lorsque la lentille est décentrée, pour en favoriser le centrage, on peut aller jusqu'à, on a un deuxième diamètre, de 15,5 mm. Alors là, ça vous recentre une lentille. Par contre, effectivement, c'est un peu plus grand. C'est un silico-hydrogel 50% de teneur en eau, DK 50, un modulus faible, puisqu'on est aux alentours de 0,60, c'est un modulus de lentille souple jetable mensuelle. Attention, ici c'est la lentille taillée, un petit peu plus épaisse au niveau de la partie souple, donc c'est quand même un petit peu différent. Et puis la jupe, vous voyez ici, la jupe, c'est ce qu'on appelle la partie souple, J pour jupe, eh bien elle est standard à 0, il n'y a pas d'unité, c'est un standard qui a été calibré, et on peut resserrer et aplatir cette jupe. Alors on fait des jupes positives de plus 0,5 et plus 1 lorsqu'on veut l'aplatir, plus pour plus plat, et puis on peut faire l'inverse aussi, la resserrer, donc moins 0,5 et moins 1, alors moins 1 en fait on en fait très peu, c'est pour ça qu'on l'a pas mis sur la doc, et donc du coup, moins 0,5 et moins 1, ça resserre la lentille, tout simplement. Cette lentille est disponible dans plein de géométries maintenant. Quand on a démarré, il y avait la sphérique, puis est venue la torique interne, la torique externe, la bitorique, et puis depuis cette année 2015, on a aussi la multifocale qui se décline dans toutes les géométries, en plus multifocale et astigmate, TI, TE, BI. Voilà, tout ça pour pouvoir adapter, équiper le plus grand nombre de porteurs. Alors, on parle aujourd'hui des cornées irrégulières. Les cornées irrégulières, il y a deux géométries qui vous intéressent. C'est la géométrie, on va dire, sphérique, donc sans cylindre, donc c'est la hybride silicone. On a, lorsque vous aurez un cylindre résiduel que vous voulez absolument mettre sur la lentille, la possibilité de faire un tore externe. Donc là, c'est quand vous avez un cylindre qui est vraiment préjudiciable à l'acuité visuelle et que votre porteur ne porte pas de lunettes. C'est vrai qu'il est toujours intéressant de mettre une lentille et une lunette associée, surtout s'il y a un petit début de presbytie ou s'il est adapté que sur un œil pour intégrer un tocone et qui utilise une lunette déjà pour son autre œil. Mais si vous avez besoin de mettre l'astigmatisme sur cette lentille, c'est possible, le tore externe est à votre disposition. Et puis malgré tout, je voulais vous parler des deux autres géométries astigmates, mais qui elles sont utilisées uniquement pour les cornées régulières. C'est les lentilles toriques internes et les lentilles bitoriques, qui là sont des géométries de cornées régulières à but réfractif uniquement. Voilà. Alors, vous noterez que la géométrie torique externe a un trait repère à 6 heures en bas, alors que les toriques internes et bitoriques ont 2 points repères, donc de part et d'autre de la zone rigide, alignés sur le rayon le plus plat, le R0. Maintenant, au niveau des règles d'adaptation, eh bien, pour les kératocones, peut évoluer de stade 1, de débutant, on va dire, eh bien, en fait, tout simplement lorsque la notion, elle est simple, c'est lorsque vous avez encore une réfraction lunette possible qui permet une acuité visuelle raisonnable, c'est-à-dire au-dessus de 5/10, on va dire. Eh bien, à ce moment-là, je vous invite à prendre une zone de diamètre rigide de 10 mm. Je parle de la zone rigide d'une lentille hybride, bien sûr. Donc, le diamètre total, lui, reste de 14,90 sur la partie souple, mais le diamètre central de la zone rigide, lui, passe à 10 mm. Ça a un intérêt, c'est que ça améliore le confort, ça augmente les tailles de zone optique, et donc, pour ces porteurs qui ont une irrégularité cornéenne faible à modérée, eh bien, le but est d'obtenir un résultat réfractif et des acuités visuelles vraiment optimisées via des zones optiques les plus grandes possibles.
La règle d'adaptation reste la même, diamètre total 14,90, la jupe 0, le rayon R0 égale K. Donc c'est-à-dire vous allez aligner le rayon central de la zone rigide sur le rayon le plus plat de la cornée. Et puis la puissance, vous allez convertir la sphère VL lunette que vous allez ramener au sommet de la cornée. Je vous propose un exemple tout de suite. Vous avez une kératométrie ici de 760 à 180 degrés par 7,10, une réfraction lunette de moins 6, moins 3,50 à 180, il y a une cohésion assez étroite effectivement entre la kérato ici et la réfraction, on voit bien que c'est l'irrégularité qui amène l'astigmatisme réfractif. L'acuité visuelle peut être considérée comme supérieure à 5 dixièmes. Je vous propose d'utiliser soit le logiciel iAdapt qui est à votre disposition, il suffit de renseigner le type de cornée, la kérato, la réfraction, et il va vous indiquer tout simplement la lentille hybride silicone que vous allez pouvoir commander. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, le diamètre standard de la lentille hybride silicone au niveau de la zone rigide, ça reste 8,50. Hein. Souvenez-vous dans les diapos d'avant, hein, le diamètre standard de la zone rigide, c'est 8,50. Ici, comme il est spécifique à 10, eh ben, je l'ai précisé, j'ai mis hybride silicone 10. 10, ça veut dire diamètre de zone rigide de 10 mm. Hein, c'est parce que le kératocone est faible, hein, il est vraiment un petit kératocone débutant, on va dire. Ici, vous allez prendre une jupe 0, hein, c'est la règle, on le retrouve ici. Vous allez prendre un diamètre de 14,90, c'est standard. Un rayon de 7,60, regardez, c'est le rayon le plus plat de la kératométrie, tout simplement. Et donc, du coup, la puissance, c'est moins 6, hein, lorsque je le convertis en lentille, ça fait moins 5,50. Et comme le rayon de la lentille est égal au rayon plus plat de la kérato, il n'y a pas de modification à faire, donc ça fait bien moins 5,50 dioptries. Alors effectivement, cette lentille, lorsque vous l'aurez commandée et que vous allez la poser, eh bien vous allez voir une image particulière de lentille hybride. Vous verrez sur ces kératocones très peu évolués ici, hein, une zone centrale ici qui est sombre, et puis un arc de fluo à la jonction. La jonction, c'est ce qu'on appelle la jonction, c'est la zone de transition entre la partie rigide et la partie souple. Et du coup, cette lentille, eh bien tout simplement, vous ne verrez pas de fluo au centre, même pas au-dessus de l'apex du cône, et vous ne verrez pas de fluo passer sous la partie rigide, parce que le flux lacrymal est beaucoup plus faible que sous une lentille rigide. Alors vous dites, bah oui, mais si ça passe pas, si c'est noir, c'est que c'est plat. Non, 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 absolument pas. En fait, lorsque la fluo ne crée pas de mouvement de flux sous la partie rigide, eh bien, on ne peut le voir qu'à partir de 20 micromètres. Or, une lentille alignée, c'est 10-15 micromètres, donc c'est normal de ne pas le voir lorsque on n'arrive pas à générer un vrai flux sous la partie rigide. Je dirais le petit truc pour savoir si la lentille n'est pas trop plate, hein, parce que c'est le risque, eh bien c'est tout simplement de faire porter quelques heures, et au bout de quelques heures, vous retirez la lentille et vous faites une fluo au retrait de la lentille. Si vous n'avez pas de piqueté au centre, c'est que vous avez le bon rayon. Si vous avez un piqueté au centre, eh ben, c'est qu'elle est plate de 10 centièmes. Voilà, d'accord. Alors maintenant, lorsque le kératocone va être plus évolué, plus avancé, c'est-à-dire lorsque la réfraction lunette devient difficile, lorsque l'acuité avec une réfraction lunette, eh bien, elle est vraiment basse, on est sur des basses fréquences, hein, des 1, 2, 3, 4 dixièmes maximum, eh bien là, de toute façon, il sera préférable de poser une lentille rigide pour déterminer le bon rayon. Et également la bonne puissance, puisque en posant une lentille rigide, vos acuités vont pouvoir remonter. Alors, quelle lentille rigide, vous allez me dire? Il n'y a pas de boîte spécifique de lentilles rigides. Toutes les lentilles rigides que vous avez dans vos centres d'adaptation peuvent être utilisées dès l'instant que le diamètre est petit ou standard, c'est-à-dire un diamètre inférieur à 9,50, 9,60. Donc si vous avez du 8,50, 8,80, 9, 9,20, 9,50, c'est parfait. Vous posez, vous alignez, vous réfractez dessus et vous allez reporter ce que vous avez trouvé sur la lentille hybride. Alors vous prendrez toujours un diamètre de 14,90. Par contre, dans ces kératocones plus évolués, eh bien, à cause de l'aplatissement asymétrique irrégulier et très très fort en général en périphérie, eh bien, vous prendrez un diamètre de zone rigide de 8,50. Une jupe 0, le rayon de la lentille hybride sera le meilleur rayon de la lentille rigide que vous aurez déterminé. Et tout simplement, la puissance, eh ben, c'est la puissance de la lentille plus la sphère de votre réfraction complémentaire que vous ramènerez au sommet de la cornée. Je vous propose un exemple. Un kératocone ici, beaucoup plus évolué, beaucoup plus étendu, qui n'offre pas une bonne acuité visuelle lunette, qui est difficile à réfracter. Eh bien, tout simplement, vous allez poser une lentille de kératocone, une lentille que vous avez dans vos boîtes chez vous. Hein. Et la lentille ici, c'est une lentille de 8,80 de diamètre. Le rayon posé a été une lentille de
6,60 en suivant la règle du fabricant qui vous a fourni cette boîte, et en général sur les petits diamètres la règle est toujours à peu près la même, hein. Et puis ensuite, eh bien, alors quand je dis à peu près, c'est à 10 centièmes près, hein. Donc ça permet de faire un premier essai en lentille hybride sans risque. Et puis ici, eh bien, vous avez la puissance de la lentille d'essai, -6, avec une réfraction complémentaire de lunettes de -2,25. Eh bien, soit vous utilisez le logiciel iAdapt en indiquant la lentille que vous avez posée, et puis la réfraction et vos observations, soit tout simplement, eh bien, vous faites le calcul, une hybride silicone. Alors je vous ai précisé ici, mais comme il est standard, c'est pas obligatoire, hein, c'est un diamètre de 8,5 mm en partie rigide dans sa partie centrale. Il est facultatif à ce moment-là puisque c'est le paramètre standard en hybride silicone. La jupe est 0, hein, puisque c'est le paramètre standard. Le diamètre, il est standard à 14,90. Le rayon, c'est le rayon de votre lentille rigide qui était le mieux adapté, 6,60. Et puis -8,25, c'est l'addition de la puissance de votre lentille plus la réfraction complémentaire convertie au sommet cornéen. Et là, -2,25 en lunettes, ça fait -2,25 en lentille, donc il n'y avait pas de conversion à faire. Et là, l'observation que vous allez faire, elle est différente. Parce que tout simplement, eh bien, il y a une vraie différence d'élévation, de relief entre la partie rouge, l'apex du kératocone, et au-dessus, là, ici, cette partie très bleue, partie de très très fort aplatissement. Eh bien, tout simplement, dans cette zone bleue ici, vous allez facilement avoir 40-45 microns de ménisque de larme, de clearance. Et donc, ces 45 microns vont être visible à la fluo, même lorsque celle-ci est statique. Donc, du coup, vous verrez ce lac de fluo que l'on retrouve ici, et c'est normal. Comment savoir s'il est suffisant, s'il n'est pas trop plat ou trop serré? Eh bien, tout simplement, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous laissez porter quelques heures, et si au retrait, vous avez un piqueté à l'apex du kératocone que vous n'aviez pas avant, eh bien, ça veut dire que votre lentille est trop plate et il faudra la resserrer. Ce qui est très important aussi à voir ici, c'est l'anneau de fluo à la jonction, qui vous permet de voir effectivement ce passage de fluo. Alors on a assez rarement de la fluo sous la partie souple comme on le voit ici, hein, c'est lié en fait à l'irrégularité ici, hein. Donc là ici on a de la fluo même sous la partie souple, ce qui n'est pas mal, mais de l'autre côté on voit qu'on n'en a pas du tout et ce n'est pas grave du tout, hein. Ce qui compte c'est d'avoir un anneau de fluo d'environ 1 à 2 mm sous la partie rigide. Voilà. Alors je vous présente ici deux topos différents, deux kératocones différents, un beaucoup moins évolué à droite, un beaucoup plus évolué avec des différences de relief rouge-bleu ici, hein, vous voyez, beaucoup plus important. Et bien les fluos, hein, c'est pareil. Ici c'est tout noir au centre parce qu'il n'y a pas beaucoup de relief, hein, le relief est très faible, très modéré. Donc eh bien ici on n'a pas de lac de fluo au-dessus de l'apex du cône. Alors qu'ici dans la partie bleue, hein, notez bien ici dans la partie bleue, ben, on a un lac de fluo, ce qui est absolument normal. Alors comment contrôler maintenant ces lentilles une fois qu'on a choisi, qu'on a déterminé les paramètres de la première lentille d'essai, comment l'évaluer? Eh bien tout simplement, vous allez l'évaluer tout d'abord comme une lentille souple, c'est-à-dire le centrage et la mobilité. Et vous allez voir avec la vidéo ici que la lentille, elle est mobile comme une lentille souple. En tout cas, elle doit être beaucoup moins mobile qu'une lentille rigide. Et je dirais même quelquefois, elle est quasiment pas mobile. Et c'est normal. D'accord? Donc une lentille hybride, ça bouge pas beaucoup et c'est centré comme une lentille souple. Pour le centrage, utilisez vraiment le bord de la souple et pas le bord de la rigide parce qu'il y a un effet d'ombre qui bien souvent risque de vous jouer des tours, tout simplement. Et puis au niveau de la fluo, ben, on le voit ici, hein, dans cette vidéo encore une fois, eh bien on voit, hein, le petit lac de fluo au-dessus de l'apex du cône et on voit pas vraiment les passages de fluo comme on a l'habitude de les voir en lentille rigide. Hein, donc rassurez-vous, cela est normal. Et on voit bien l'anneau de fluo, hein, au niveau de la jonction, c'est-à-dire la zone de transition entre la partie souple et rigide. Voilà. Donc, vous évaluez le centrage, la mobilité, puis après une fluo. Oui, mais quelle fluo? Eh bien, il faut utiliser de la fluo macromolécule et on va en reparler juste après. Au niveau de l'évaluation et des modifications, vous allez, s'il vous plaît, commencer par faire votre adaptation, évaluer donc cette lentille à la pause, puis au bout d'une heure, et après vous laisserez partir si la lentille convient quelques jours, voire une semaine. Et donc lors du contrôle, vous reverrez de préférence au bout de quelques heures de port ou en fin de journée, c'est mieux. Vous mesurez l'acuité visuelle, vous réévaluez le centrage, la mobilité et la fluo, et puis au retrait surtout, et ça c'est très très important, vous vérifierez l'intégrité de la cornée. Il faut toujours mettre en cohésion et en correspondance l'image fluo avec la lentille et l'image fluo sans la lentille. Je vous disais tout à l'heure que c'est très difficile de faire la différence entre une lentille alignée et une lentille plate de 10 centièmes. Et bien la différence, elle se fait au retrait de la lentille. Et c'est pour ça qu'il est important de bien faire la comparaison et de bien coordonner et mettre en cohésion donc ces images fluo sous et sans lentille. Voilà. Et puis les modifications donc éventuelles que l'on peut obtenir, bah, si vous avez une lentille qui est décentrée ou tout simplement
trop plate, et ben vous allez la resserrer en prenant une jupe J-0,5 comme celle-ci par exemple. Le J standard 0 il est là en bleu foncé. Et puis si à l'inverse vous avez une lentille qui est ventousée, c'est-à-dire trop serrée, vous allez vouloir l'aplatir et donc là vous prendrez une jupe J plus 0,5 ou quand bien même J plus 1. Il faut savoir que on a même réalisé des lentilles de J plus 1,5 et J plus 2, c'est très exceptionnel, je vous en parle ce soir, mais voilà, c'est quand même très très rare. Au niveau de la fluo, pour la partie rigide, je vous parlais tout à l'heure d'une fluo spécifique. On ne peut pas utiliser la fluo pour lentille rigide, je vous montrerai une autre photo pourquoi tout à l'heure. Eh bien, il faut utiliser de la fluo pour lentille souple, appelée fluo macromolécule, fluo que nous mettons à votre disposition avec chaque lentille d'essai. Et donc cela vous permettra, en fonction de la largeur de la zone de jonction, de la fluo à la jonction, eh bien d'évaluer un éventuel serrage, donc lentille trop serrée ou à l'inverse lentille trop plate. Ce que l'on doit attendre au niveau de cette jonction, c'est une épaisseur sous la partie rigide d'environ 1 à 2 mm maxi, d'accord, avec un passage de fluo qui des fois est un peu difficile, donc on est obligé de faire un push-up sous la partie souple, parce que si la partie souple est un peu serrée, elle laisse pas passer la fluo facilement, donc on fait un bon petit push-up, et donc on évalue presque indépendamment la zone rigide de la zone souple. Voilà. Et puis je vous disais tout à l'heure, la cohésion entre la fluo sous lentille et la fluo au retrait de la lentille est très importante. À noter que cette zone rigide s'évalue comme une lentille rigide et ses modifications se passent de la même manière qu'une lentille rigide. C'est-à-dire que lorsque je vais diminuer mon rayon de 10 centièmes, eh bien je vais rajouter moins 0,50 dioptrie. Et à l'inverse, lorsque je vais l'augmenter ce rayon de 10 centièmes, eh bien je vais rajouter plus 0,50 dioptrie parce que ça change la valeur dioptrique de mon ménisque de l'arc. Alors, pour instiller cette fluo macromolécule que l'on met à votre disposition, vous avez des vidéos sur notre site web. Franchement, c'est une mine d'or. C'est plein de vidéos, c'est plein de formations qui vous sont accessibles parce que cette formation, en fait, elle est successive à plein d'autres formations qui l'ont précédée et que vous pouvez consulter à votre guise 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur notre site internet. Voilà. Comment instiller cette fluo? Il faut d'abord, cette fluo, l'humecter à l'aide de sérum physiologique sur ses deux faces. C'est mieux, ça évite les petites sensations de sécheresse à l'instillation. Et puis après, on vient tout simplement au contact de la conjonctive, un tout petit contact, et je dirais même normalement il n'y a pas de contact à avoir, la goutte elle devrait presque tomber toute seule, et ça se fait très bien dès l'instant qu'on a suffisamment humecté le bâtonnet. Surtout, humectez-le, c'est vraiment pas un test de Schirmer, et à sec, c'est vraiment très désagréable. Voilà. Donc humectez-le surtout. Et puis pour le retrait, on peut utiliser la fluo pour lentille rigide que vous avez l'habitude d'utiliser. Et d'ailleurs, cette fluo est bien souvent plus contrastée pour mettre en évidence les éventuels staining piquetés cornéens. Et donc vous pouvez l'utiliser. Mais attention, si vous l'utilisez et que vous ne rincez pas avant de reposer la lentille hybride, eh bien vous aurez ceci. Cette lentille hybride, en fait, tout simplement a été reposée trop vite après l'utilisation d'une fluo pour lentille rigide, et donc la partie souple a complètement absorbé la fluo, c'est irréversible, et la lentille, elle peut être jetée puisqu'elle est foutue. Alors en l'occurrence, il faut quand même la retourner au labo, parce que s'il y avait une facturation via un opticien, etc., votre patient risquerait d'être embêté. Voilà. Mais cette lentille ne sera pas réutilisable, tout simplement. Au niveau du protocole d'adaptation, lors de votre premier essai, à la pause, vous mesurez l'acuité visuelle, vous évaluez le centrage et la mobilité. Ça, c'est à la pause. Et à 1 heure, vous referez la même chose avec une réfraction complémentaire, mais en plus, vous ferez une fluo détaillée, c'est-à-dire une fluo bien précise sous la lentille et une fluo également bien précise au retrait de la lentille. Et vous analyserez le tout pour savoir si vous modifiez la lentille ou si vous laissez partir votre porteur avec ses lentilles. Si vous laissez le porteur partir, vous le reverrez à 1 semaine. Et si tout va bien, vous le reverrez à 1 mois. C'est à ce moment-là, en général, que les lentilles sont délivrées. Mais par contre, on vous conseille malgré tout de les revoir tous les ans pour un contrôle des lentilles. Ce sont quand même des cornets fragiles en général, et nous mettons également à votre disposition, pour faciliter la vie de vos porteurs, mais également la vôtre, des petits guides d'utilisation, de manipulation et d'entretien qui sont à disposition. Il suffit de les demander auprès du laboratoire, on peut vous envoyer un petit stock. Au niveau de la commande, 2 possibilités, soit vous utilisez le logiciel iAdapt qu'on met gratuitement à votre disposition, il est gratuitement téléchargeable sur notre site internet. Vous renseignez le morphologie cornéenne, la kérato, la réfraction, ou bien les lentilles rigides que vous avez posées, et puis il vous permet de calculer les paramètres et même d'éditer une ordonnance de lentille d'essai si vous le voulez. Voilà. Sinon, vous avez, donc vous voyez ici le logiciel avec ses différentes fonctionnalités. Donc ici, si on a posé une lentille rigide, ou ici si on part de la kératométrie et de la morphologie cornéenne.
Le logiciel vous permet aussi de commander ces lentilles et de le recevoir directement au cabinet par mail. Il suffit de cliquer sur le arrobase et c'est automatique. Sinon, vous pouvez imprimer une ordonnance d'essai, comme je vous le disais, ici en cliquant sur ORD, et il vous éditera une ordonnance de lentilles en essai. Ou alors, vous pouvez donc appeler notre service client ou service technique, soit par mail ou par téléphone, à l'adresse commande@laboratoire-lcs.com ou au 02 31 86 66 56, qui est l'accueil donc de notre accueil téléphonique service client. Au niveau de la manipulation de ces lentilles, la petite astuce, c'est avant de poser la lentille, mettez quelques gouttes lubrifiantes dans la lentille. Ça favorise quand même le confort et la pose de ces lentilles. Il faut savoir que si on a les avantages de la souple et de la rigide, on a quelques petits inconvénients de la souple et de la rigide. L'inconvénient de la rigide, c'est que s'il y a une poussière, ça fait mal. Et l'inconvénient de la souple, c'est que comme il y a un petit peu moins de flux sous une lentille rigide, eh bien la poussière, elle va rester en dessous et elle va faire mal tout le temps. Elle va pas pouvoir s'en aller facilement. Donc bien rincer la lentille, ne pas mettre son doigt dans la lentille et surtout mettre quelques gouttes lubrifiantes dans la lentille avant de la poser. Et pour le retrait, la petite astuce, c'est d'instiller quelques gouttes de sérum ou de gouttes lubrifiantes donc dans la paupière, de réaliser un push-up pour faire bouger la lentille. Plus la lentille va bouger, plus elle sera facile à retirer. Soit on la retire directement avec les doigts, comme on le fait avec une lentille rigide, soit on peut utiliser une ventouse. Je vais vous montrer ces deux manips. Alors ici, vous avez donc la pose de la lentille où vous allez tout simplement maintenir les paupières et vous venez placer directement la lentille sur l'œil du porteur. Voilà. Donc on voit la taille d'une lentille souple, à peine plus grande qu'une lentille souple torique. Voilà. Et au fur et à mesure du clignement, la petite bulle, elle va s'en aller. Voilà, super. Donc cette vidéo vous est accessible sur notre site internet, voilà. Et puis sinon, pour le retrait, eh bien je vous conseille donc d'instiller une goutte de sérum. Vous allez exercer une légère pression sur les bords des paupières, en allant chercher bien sûr le bord souple de la lentille hybride et non pas le bord rigide. Donc il faut ouvrir bien grand les paupières, exercer une petite pression, et vous allez tout simplement essayer de soulever la jupe avec la paupière du bas pour faire passer de l'air en dessous, et la lentille va pouvoir se retirer. L'autre méthode, c'est d'utiliser une ventouse, et là vous avez encore une vidéo disponible sur notre site web. Donc on a fait un petit push-up avant, avec quelques gouttes de sérum pour augmenter la mobilité. Ici on fait bouger la lentille, et on pivote la lentille, on tire pas dessus, on pivote la lentille, et vous remarquerez une chose, c'est que cette ventouse, regardez bien, cette ventouse ici, elle est placée dans la partie basse de la lentille, on la met pas au centre et on tire pas, on ventouse en bas, et on pivote pour soulever la jupe, tout simplement. Au niveau du renouvellement, ce sont des lentilles trimestrielles. Trimestrielles pour une meilleure observance et une meilleure gestion des éventuels dépôts. Le port est journalier diurne, on ne dort pas avec ces lentilles. Le port occasionnel et le port monoculaire est envisageable grâce à un confort qui est nettement meilleur que celui des lentilles rigides. Pour les essais, nous vous enverrons donc les lentilles dans des petits boîtiers, comme ceci, avec une lentille droite et une lentille gauche. Par contre, pour les renouvellements, lorsqu'il y aura prescription, eh bien ces lentilles sont envoyées en blister ici, pour ne pas pouvoir les changer les paramètres. Donc voilà, les lentilles sont envoyées en blister, en boîte de 2 lentilles, et donc c'est une boîte pour l'œil droit et une boîte pour l'œil gauche, comme les lentilles jetables. Le budget est d'environ 50 € par mois ou 150 € au trimestre pour un équipement binoculaire. Au niveau de l'entretien, eh bien, la première chose à savoir, c'est que ces lentilles ont vraiment besoin d'être nettoyées. Tous les soirs, au retrait de ces lentilles, il faut les masser avec un savon pour lentilles souples ou un savon pour lentilles hybrides. Alors, il en existe 3 sur le marché. Nous avons décidé, pour favoriser l'accès à ce produit, d'en distribuer un, en l'occurrence l'Oteclean, qui est un produit de nettoyage, et je vais vous montrer la manip tout à l'heure. Il suffit de mettre la lentille entre le pouce et l'index, de mettre quelques gouttes sur la lentille et de faire des petits ronds pendant une vingtaine de secondes. Voilà, en fait tout simplement on fait la vaisselle. Et puis ensuite, eh bien, vous allez rincer cette lentille, après l'avoir savonnée on la rince, et on va la décontaminer et la conserver toute la nuit, soit dans un peroxyde, Aosept, Everclean, EasySept, voilà. Presque tous les oxydants sont compatibles, et puis, ou alors, dans une solution multifonction pour lentilles souples ou lentilles rigides. Les deux sont compatibles. Donc vous pouvez très bien utiliser un biotrou, vous pouvez très bien utiliser un regard K. Par contre, attention,
aux étuis. Il faut absolument utiliser des étuis plats, type étui lentille-soupe, parce que bien évidemment, ces lentilles ne rentrent pas dans les crochets. Et puis chaque semaine, je vous conseille une déprotéinisation enzymatique. Et donc ici, il n'y a en France que l'Ultrazyme ou l'Avisor des pros, et surtout pas de Progen pour ces lentilles, à cause de la partie souple, s'il vous plaît. Je vous parlais du massage pour nettoyer les lentilles, faire la vaisselle. Voilà, vulgairement faire la vaisselle. Voilà, on met la lentille sur le bout de l'index, on fait des petits ronds comme ça pendant une vingtaine de secondes avec le produit OT-Clean. Et donc comme ça, vous avez une surface bien propre. Il faut savoir que les dépôts en général viennent principalement s'accumuler au bord de la jonction et surtout sur la face avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire dans le creux de la main, parce que dans le creux de la main, on masse bien la face arrière, mais on masse pas la face avant. En cours de journée, il est préférable d'instiller des gouttes lubrifiantes, des gouttes de confort, des gouttes hydratantes, ne pas attendre la sensation de sécheresse et la formation des dépôts, plutôt à titre préventif qu'à titre curatif. Et donc voilà, on a tout un arsenal de gouttes de confort à notre disposition, à votre disposition. Et donc vraiment, je vous invite quasi systématiquement à conseiller des gouttes associées à ces lentilles. Des gouttes pour lubrifier et hydrater en cours de journée. Voilà pour l'hybride. Je vous propose maintenant de changer et de passer à la lentille mini-sclérale ICD. Donc la lentille mini-sclérale ICD, tout comme la lentille hybride, ici ce soir, c'est les grandes lignes pour équiper 80% de vos porteurs futurs. Par contre, il faut savoir que je n'ai pas détaillé la lentille à hybride torique externe ce soir. J'ai pas détaillé la lentille à hybride en tor interne ambitorique et puis quelques particularités en lentille à hybride. Et pour cela, par contre, vous avez déjà tout plein de formations sur notre site internet et puis aussi tout plein de formations à venir. Donc n'hésitez pas à consulter notre site pour savoir ce qui est déjà disponible et ce qui le sera dans l'avenir. Au niveau de l'ICD, il en est de même. C'est une lentille qui peut avoir des paramètres multiples et très très étendus. Ce soir, on va voir comment bien débuter avec ces lentilles. Mais encore une fois, d'autres paramètres plus spécifiques sont disponibles. On ne les étudiera pas ce soir, mais ces informations sont également disponibles et consultables sur notre site internet. Voilà. Alors, la lentille sclérale, c'est particulier. Il n'y a pas de rayon. On va parler de flèche. La flèche, ça représente en fait le creux de la lentille. Et plus vous allez avoir une ectasie importante, une déformation importante, une irrégularité importante, et bien plus la flèche que vous allez choisir le sera également. Le matériau qu'on utilise, c'est l'HDS 100 pour un DK de 145. Vous voyez que le DK du coup est optimal pour un port journalier diurne, en tout cas permet un DK sur E de 50 et donc un respect de la physiologie cornéenne lorsque la lentille est bien adaptée. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi je parle d'une lentille bien adaptée. Les paramètres, c'est tout simplement un diamètre unique de 16,50, 18 flèches de 3900 microns à 5600 microns, ça fait de 3,9 mm à 5,6 mm, si on veut parler en millimètres, c'est possible aussi. Les puissances très vaste, plutôt négatif que positif, parce que vous le voyez ici sur le croquis, le ménisque de l'arme entre la cornée et la face arrière de la lentille, il est fin au bord, épais au centre, ça veut dire qu'il est convexe, il est donc le ménisque de l'arme convexe, positif. Donc des lentilles prescrites, bien souvent, plutôt négatives, donc concaves. Le renouvellement, lorsque l'entretien est bon, c'est 2 ans. Après, tout dépend de l'entretien, de la qualité lacrymale, etc., etc. Mais en général, 2 ans, ça tient. Au niveau de l'adaptation, je vous parlais de la flèche. La flèche, ça représente le creux de la lentille. Plus la cornée sera bombée, plus la lentille devra être creuse. Pour cela, c'est une règle d'adaptation empirique avec l'essai toujours d'une lentille. On a besoin d'une lentille d'essai pour débuter ces adaptations. C'est pas comme une lentille rigide cornéenne. Et donc pour les flèches qui ne présentent pas d'ectasie, qui ont une flèche dite normale, vous commencerez par une lentille de 4002. Et puis si vous avez une ectasie moyenne, modérée, par exemple des kératocones, tout simplement, ou des pellucides, vous commencerez par une 4005. Si vous avez des greffes dont le bord ou l'irrégularité ou l'ectasie est importante, vous prendrez plutôt une 4008. Et pour les ectasies les plus extrêmes, par exemple les kératoglobes, vous prendrez une 5003. Il faut savoir que les flèches les plus utilisées, ce sont les deux premières, la 4002 et la 4005, qui représentent quand même plus de 60% des lentilles d'essai envoyées. La lentille 4008 doit représenter, je dirais, 20 à 30% maxi, et la 5003, c'est extrêmement rare, c'est à peine 10%. Voilà. Cette lentille se distingue par 3 zones d'adaptation. Alors en lentille rigide, en général, on a le centre et le dégagement. Là, ici, on aura le centre, le limbe et la sclère.
Voilà, hein, on va débuter avec ces 3 paramètres-là ce soir. Eh bien, les zones, en fait, elles se définissent de cette manière. La zone centrale, cornéenne, eh bien, c'est sur un diamètre d'environ 7 mm. Et puis la zone limbique, qui s'ensuit ici en vert, eh bien, c'est de part et d'autre du limbe anatomique sur une largeur d'environ 3 mm. Et se termine par la zone sclérale, qui sont à peu près les 2 derniers millimètres au bord de cette lentille. Et tout cela, donc, tous ces paramètres vont nous permettre justement de pouvoir suivre le profil cornéen, mais avec donc une marge beaucoup plus importante qu'en lentille rigide et donc équiper plus facilement et plus rapidement ces fortes irrégularités cornéennes. Je vous détaille chacune de ces 3 zones, la partie centrale ici, puis la partie limbique et pour terminer la partie sclérale. Alors la partie centrale, je vous disais tout à l'heure, il faut à peu près 300 microns. En tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est plus de 400. Hein, parce que quand on a plus de 400, on va faire un calcul très rapide, le dK des larmes, c'est tout simplement 80. Et bien quand j'ai 400 micromètres, et pour un dK de larmes de 80, et bien ça veut dire que le dK sur E des larmes, du coup, il n'est plus que de 20. Alors que si j'ai par exemple une épaisseur de 200 microns pour le même dK des larmes, et bien du coup j'ai un dK sur E de larmes de 40. Donc attention, maxi 400 microns, et puis l'idéal c'est entre 2 et 300. Il ne faut pas descendre en dessous de 100. Ça, c'est très très important. Je dirais même, il faut même mieux éviter même en dessous de 150. Donc retenez, 300 c'est bien, au-dessus de 400 c'est plus assez, et en dessous de 100 c'est trop peu. Donc voyez, la règle c'est, il faut ni trop, ni trop peu. Maxi 400, mini 100, et l'optimal de 300. Voilà. Voilà les chiffres à retenir. Donc, comment on s'aperçoit déjà qu'on a une clearance? Eh bien, tout simplement, hein, on met la fluo dans la lentille, je vous montrerai tout à l'heure, et puis, eh bien, là, lorsqu'on la regarde de face avec le filtre bleu, eh bien, ça doit être tout jaune partout, du limbe à limbe, du limbe à limbe, à la horizontale, à la verticale et en oblique. Dans la partie centrale, en partie limbique, et surtout après, eh bien, il n'est pas obligatoire, et il n'est même pas nécessaire d'avoir un OCT pour adapter cette lentille. Si je vous présente des OCT ce soir, c'est uniquement un but pédagogique. On verra tout à l'heure, à l'aide d'une fente, de la lampe à fente et d'un grossissement et d'une bonne optique, eh bien, on peut évaluer justement ces épaisseurs et on verra comment. Et puis, on peut utiliser bien sûr le logiciel iAdapt hein, pour nous aider à modifier ces lentilles lorsque cela est nécessaire. Ensuite, on a la partie limbique. Et bien la partie limbique, c'est pareil. Je vous disais tout à l'heure, ça doit être tout jaune partout. Hein, donc il doit y avoir clearance. On voit ici la face arrière de la lentille, l'épithélium ici. Et bien tout simplement, on a une clearance puisqu'on a des larmes entre les deux. Et donc, du coup, c'est tout jaune. Vous allez me dire, ouais, à droite, ici, c'est un petit peu noir. Et bien la lentille, elle est très bombée. L'éclairage ici est à gauche. Donc c'est un effet d'ombre. Comment je peux savoir si c'est un effet d'ombre ou un contact? Eh bien, tout simplement, je bascule le système d'éclairage de l'autre côté et si l'effet d'ombre s'est transformé en jaune, eh bien, c'était effectivement un effet d'ombre. Si l'effet d'ombre ne s'est pas transformé en jaune et est resté un petit peu noirâtre, comme c'est le cas ici, bah, ce n'est pas un effet d'ombre, mais un contact, tout simplement. Et donc, bien, en fonction de ce que vous observerez, le logiciel, encore une fois, vous aidera à modifier ces lentilles. Et puis pour terminer, la sclère. Alors je vous présente une petite vidéo de cette sclère. Vous noterez que la lentille, elle n'est pas mobile. Les lentilles sclérales ne sont pas mobiles ou peu mobiles, mais des lentilles non mobiles en lentille sclérale, c'est normal. Et le plus important, c'est que vous voyez tous les petits vaisseaux à l'extérieur et sous la lentille, eh bien ils sont continus et ce n'est pas plus rouge à l'extérieur que sous la lentille. Il n'y a pas, comme disent les anglo-saxons, de blanching, c'est-à-dire de blanchiment, de compression sous la lentille. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on attend. Alors ça, c'est vraiment une image optimale, idéale, un cas d'école. Alors le problème, c'est que la sclère, elle n'est pas parfaitement sphérique. Elle a des irrégularités. Alors vous aurez des petits secteurs où vous avez des légères compressions. C'est acceptable, bien sûr. Hein. Mais par contre, si vous avez une compression qui prend tout un cadran, eh bien là, ça ne l'est plus. Et si vous avez vraiment un contraste très très rouge à l'extérieur de la lentille, eh bien évidemment, encore une fois, ça ne l'est plus. Donc on dit pas de compression, mais quelquefois, ponctuellement, on peut avoir un petit point de compression très très ponctuel. S'il n'y a pas de pictet associé, s'il n'y a pas de complications associées, bien sûr, ça restera acceptable. Notez en général qu'on peut avoir une petite compression nasale parce que l'aplatissement nasal étant plus fort que dans les autres méridiens, eh bien, il n'est pas rare d'avoir une toute petite compression nasale ou bien, par exemple, sur un petit pinguiculaire, bien sûr, une petite compression, ce qui ne sera pas préjudiciable à ce moment-là et je dirais même normal dans l'adaptation des lentilles sclérales. Alors, ben, tout simplement, comment évaluer ces lentilles? Alors l'évaluation, elle est un peu particulière. Vous avez vu que ça doit être tout jaune du centre jusqu'au limbe.
Donc ça, c'est pour savoir qu'il n'y ait pas de contact, mais dans le même temps, je vous ai dit, il ne faut pas non plus d'excès. Donc là, ici, cette petite explication, au centre, eh bien, vous devez avoir une clearance d'environ 300. Si vous avez un contact, eh bien, il faut d'emblée augmenter la flèche de 300 microns, puisque si un contact, ça veut dire qu'il y a 0, donc il faut au moins 300. Et à l'inverse, si vous avez trop de larmes, eh bien, il faudra diminuer de 300. Pourquoi de 300? Parce qu'en général, au début, quand vous allez commencer, vous allez voir qu'il y a trop de larmes, ça veut dire qu'il y a au moins 2 fois l'épaisseur de la lentille en épaisseur de larme. Je vous montrerai comment tout à l'heure. Et donc, à ce moment-là, il faut retirer 300. Au niveau du limbe, s'il y a un contact, c'est pas très grave. Vous faites quand même un essai d'1 heure. S'il n'y a pas de contact, bien sûr, vous continuez. Et puis au niveau de la zone sclérale, s'il y a une compression, si elle est modérée ou faible, vous faites un essai d'1 heure. S'il n'y a pas de compression, vous faites bien sûr un essai d'1 heure. Si la compression vous paraît forte, vous surveillez quelques minutes et vous vérifiez que la compression diminue ou pas. En fait, quand on pose la lentille, on crée artificiellement une compression. Et bien souvent, la conjonctive est plus comprimée au moment où on la pose qu'au moment où on l'observe à 1 heure. Donc en général, si vous avez une compression, laissez quand même poser 1 heure et faites le contrôle à 1 heure. Alors, je vais revenir sur la zone centrale, parce que vous comprendrez que c'est vraiment ça le plus important. Donc, si vous avez un contact, vous allez augmenter la flèche tout de suite. C'est pas la peine de laisser la lentille avec le contact pendant 1 heure. Parce que pendant 1 heure, sinon, vous allez créer des érosions. Donc, avoir un contact, c'est une indication pour changer immédiatement la flèche. Vous faites une réfraction si c'est possible. Et donc, du coup, vous allez commander directement la nouvelle flèche ou vous prenez directement la nouvelle flèche dans votre boîte d'essai. Il en est de même si vous avez un excès de clearance. Si vous avez 600 microns de larme, vous allez diminuer de 300 microns. Et donc, du coup, vous allez poser tout de suite la bonne flèche pour avoir la bonne réfraction sur la lentille. Et ça, c'est important. Voilà. Au bout d'1 heure, quoi faire? Eh bien, au bout d'1 heure, là, on fait une réfraction précise. Si les paramètres nous ont permis de laisser poser et porter la lentille pendant 1 heure, eh bien à ce moment-là, on laisse porter 1 heure et on refait une réfraction. Vous noterez en général que la clearance au bout d'1 heure, elle a diminué naturellement et normalement de 100 microns. Tout simplement parce que la lentille, elle s'enfonce. La lentille sclérale, sur la conjonctive bulbaire, c'est comme un poids sur une éponge mouillée. Il s'enfonce au début, et après il arrête de s'enfoncer. Eh bien la structure spongieuse de la conjonctive, eh bien, à cause du poids et de l'effet, on va dire, un peu d'aspiration de ces lentilles sclérales, la lentille, elle va s'enfoncer dans la conjonctive. Et quand vous allez retirer la lentille, eh bien, vous aurez la marque de la lentille sur la conjonctive. Et c'est normal, dès l'instant qu'il n'y a pas de piqueté sur la conjonctive. Donc, c'est normal s'il n'y a pas de piqueté. S'il y a un piqueté, c'est plus normal. Voilà. Vous évaluez toujours de cette manière-là. La zone centrale, puis la zone limbique, et on termine par la zone sclérale. Alors, s'il y a un contact, eh ben, c'est pareil que tout à l'heure, on augmente la flèche de 300 microns. S'il y a une clearance entre 150 et 400, on est au top, on ne change rien. Si à l'inverse, j'ai trop de clearance, donc au-dessus de 400 microns, eh bien, on va diminuer la flèche. Donc, la zone centrale, c'est la flèche. Ensuite, la zone limbique. S'il y a un contact, eh bien, on va augmenter le LCZ. LCZ, retenez la première lettre, L pour limbe. Donc, quand j'augmente le limbe, je veux augmenter tout simplement la clearance au limbe. Donc, on aura un limbe avec un signe plus. Au niveau de la zone sclérale, si vous avez une compression, vous allez diminuer la zone du SLZ. Retenez la première lettre, S, sclère. Diminuer la sclère, pourquoi? Parce qu'on veut diminuer la compression. Donc, on veut moins de compression. Donc, ce sera un signe moins. Donc, notez bien, le limbe, c'est plus, parce qu'on veut plus de larmes. La sclère, c'est moins, parce qu'on veut moins de compression. Voilà. Je vous explique tout ça en détail juste après. Donc, une fois que vous avez déterminé tous vos changements, vous pouvez utiliser le logiciel pour vous aider et vous pouvez commander les nouvelles lentilles, bien sûr. Alors, au niveau de la zone centrale, pour commencer, je vous disais tout à l'heure, maxi 400 microns, c'est la même image, ça n'a pas changé. Et là, vous allez, à l'aide de votre lampe à fente, un grossissement moyen à fort, vous allez faire une coupe, une fente fine, un éclairage blanc, et vous allez mettre de l'intensité au maximum. Et là, vous voyez ici l'épaisseur de votre lentille. L'épaisseur de la lentille ICD, elle fait 300 microns. Et puis ensuite, vous voyez l'épaisseur des larmes ici.
Alors c'est tellement épais que la partie avant des larmes est colorée et la partie arrière, il y a tellement de diffusion, hein, l'intensité de la lumière n'est pas suffisante pour colorer jusqu'au fond. Et donc la partie arrière du ménisque de larme, il s'arrête où? Eh ben, il s'arrête à l'épithélium cornéen. Et donc, vous voyez, de la face arrière de la lentille ici à l'épithélium cornéen, eh bien, même si j'ai une partie qui est colorée et l'autre qui est sombre, eh bien, ce sont quand même des larmes, et les mêmes larmes. Et donc, vous voyez ici la flèche de la lentille, eh bien, j'ai pu en mettre deux ici. Ça veut dire que si j'ai 300 microns d'épaisseur de lentille, eh bien, ici, j'ai 2 fois 300 microns de larmes, c'est-à-dire 600 microns. Donc, si je vous donne un exemple, j'ai posé une lentille de 4500 ici, et j'ai beaucoup trop de larmes. J'ai 2 fois l'épaisseur de ma lentille, donc j'en ai une fois de trop. Eh bien, je vais retirer 300 microns. Donc 500 moins 300, on repose tout de suite une 4200 microns. Voilà. Et puis, pour terminer, ici, vous avez l'épaisseur de la cornée. Je vous invite à ne pas utiliser l'épaisseur de la cornée pour déterminer l'épaisseur des larmes, parce qu'on le sait bien, lorsque on a des irrégularités cornéennes, eh bien, il n'est pas rare d'avoir associé à cela des amincissements cornéens qui ne nous permettent pas donc d'évaluer une épaisseur précise. Voilà. Ici, vous avez une image optimale avec l'épaisseur de la lentille, dans la partie gauche, ici, encore une fois, hein, puis ensuite l'épaisseur des larmes, et vous voyez en fait, les larmes, elles sont suffisamment, ni trop peu épaisses, et du coup, elles sont quasiment entièrement colorées, et du coup, c'est plus facile pour nous. Donc, on a une épaisseur de larme qui est égale à l'épaisseur de la lentille, et ça, c'est vraiment l'image d'école. L'image optimale, c'est ce qu'on recherche. Et puis vous avez ensuite, hein, ici bien sûr, l'épaisseur de votre cornée, hein, épaisseur à laquelle il faut éviter de se fier hein, à cause des amincissements possibles lorsque vous avez donc des irrégularités cornéennes. Alors ça c'est quand on a mis de la fluo, vous voyez cette belle image avec une lumière blanche, une fente fine, un éclairage fort, un grossissement fort, c'est en lumière blanche, avec de la fluo sous la lentille. Mais lorsque vous revoyez votre porteur au bout d'une semaine ou d'un mois, il n'aura pas mis de fluo. Et si vous voulez en mettre, vous êtes obligé de la retirer et de la reposer, ce qui n'est pas pratique, je vous l'accorde. Eh bien, il est possible de faire la même observation sans fluo. Regardez, l'épaisseur de la lentille ici, on la retrouve là. Une partie très colorée, la face avant, une partie très lumineuse, pardon, la face avant, et une partie un petit peu plus sombre ici qui représente la face arrière de la lentille. Puis ensuite, ce sont les larmes, jusqu'à l'épithélium cornéen. Et pour terminer, bien sûr, la cornée. Donc vous voyez, il est possible, même sans fluo, au bout d'une semaine ou d'un mois, de refaire un contrôle de la clairance pour évaluer la flèche de la lentille, zone centrale égale flèche. Voilà. Ensuite, on passe à la partie limbique. La partie limbique, donc c'est 3 mm de part et d'autre du limbe anatomique. Eh bien, lorsque vous aurez un contact au niveau du limbe, vous ne toucherez pas la flèche. Vous toucherez un indice LCZ. L, première lettre, limbe. L, limbe. Et vous augmenterez, en fait, tout simplement, c'est un angle ici, vous augmenterez l'angle en positif, plus pour plus de clearance, plus de larmes. Et à chaque fois que vous allez augmenter d'1 degré ce limbe, eh bien vous allez engendrer au centre 25 microns de clearance supplémentaire. La lentille sclérale est très différente de la lentille cornéenne parce que quand je fais une lentille rigide cornéenne, ce que je modifie au centre, ça a une interaction sur le bord de ma lentille. En sclérale, c'est l'inverse. Quand je modifie le centre, ça n'interagit pas sur le bord. Mais quand je modifie le bord, ça interagit sur le centre. Donc notez bien que ce que l'on connaît en lentille rigide ne peut pas être appliqué en lentille sclérale. Et en lentille sclérale, c'est tout ce que je vais modifier au bord aura une action sur ce qui est plus central. Voilà. Donc c'est ce pourquoi ici, quand je vais modifier de 4 degrés mon indice du limbe, le LCZ, qui veut dire Limbal Clearance Zone, clearance pour l'arme, hein, tout simplement, eh bien, je vais augmenter de 100 microns la clearance centrale du ménisque de l'arme. Et ça n'aura aucune incidence sur la sclère. Hein. Tout ce qui est modifié aura une incidence sur ce qui est central, mais pas sur ce qui est périphérique. Voilà. Alors, comment on l'observe? Tout simplement, ici, vous avez un contact, c'est noir, hein, lorsque vous regardez avec la lumière bleue en face. Et donc, pédagogiquement, ici, l'OCT nous sert qu'à ça. Hein, c'est uniquement un but pédagogique. On voit qu'il y a un contact entre la face arrière de la lentille et l'épithélium. Et bien, tout simplement, vous allez augmenter le limbe de plus 4. C'est l'exemple de tout à l'heure. Et puis, vous allez retrouver une clearance et donc une zone de fluo. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas fait plus 1, plus 2, plus 3 et ça va de combien à combien?
c'est standard à 0, tout est standard à 0, et ça va jusqu'à plus 15. Alors pourquoi on n'a pas fait plus 1? On fait jamais plus 1. 1, on voit rien. 1 degré, ça change rien, on voit rien. Alors on fait 2, 4 ou 6. 2 quand c'est faible, 4 quand c'est modéré, et 6 quand c'est fort. Et comment vous pouvez savoir si c'est faible, modéré ou fort? Eh bien notre logiciel est là pour vous aider à l'aide de dessins, de croquis. Alors, en fonction de la surface, l'étendue du contact, eh bien le logiciel vous dira si c'est faible, modéré ou fort. Et donc si vous modifiez de 2, 4 ou 6. Pour terminer, la zone sclérale. La zone sclérale, ce n'est pas un rayon, c'est une tangente. Et lorsqu'on est tangent à la surface sclérale, eh bien tout simplement, on a une continuité des vaisseaux, comme cela est le cas ici. Et donc là, ici, on dira que l'indice scléral, SLZ, S pour Scléral Landing Zone. Landing, ça veut dire atterrissage en douceur, d'accord? Eh bien tout simplement, ici, il y a une continuité des vaisseaux, il n'y a pas de compression, donc on dit que l'indice scléral, le SLZ, il est optimal. Et en l'occurrence, ici, il est à 0. 0, c'est le standard. Ici, à droite, vous avez un SLZ qui n'est pas adéquat. Il est beaucoup plus angulaire que la conjonctive, que la sclère, et donc du coup, il s'enfonce énormément. Il s'enfonce beaucoup trop et beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. Donc du coup, c'est très rouge à l'extérieur et très blanc à l'intérieur. Et il y a un blocage des petits vaisseaux majeur ici, c'est pas juste ponctuel, ici c'est vraiment très sectorisé. Et donc à ce moment-là, on va vouloir diminuer la compression, on veut moins de compression. L'indice de la sclère, il est standard à 0 et il va jusqu'à moins 15. Notez que c'est ici un signe moins, c'est l'inverse du limbe, qui est un signe plus pour le limbe. La sclère, c'est un signe moins pour moins de compression. Et donc, c'est comme le limbe, on ne fait pas moins 1, on fait directement moins 2, moins 4, moins 6. Moins 2 quand c'est faible, moins 4 quand c'est modéré, et moins 6 quand c'est fort. Et le logiciel, encore une fois, vous aidera en ce sens. Voilà. Alors, le protocole d'adaptation, eh bien, vous l'avez compris, il faut faire un essai en 2 étapes, encore une fois. On pose la lentille, on évalue rapidement à la lampe à fente, savoir s'il faut faire un changement immédiat ou si on peut laisser porter 1 heure. Et c'est à 1 heure de port que vous ferez votre réfraction complémentaire acuité visuelle et les observations à la lampe à fente en vue de recommander les paramètres sur mesure pour votre porteur. Même chose, des guides d'utilisation et de manipulation sont mis à votre disposition pour vos porteurs et donc il suffit de les commander. On vous envoie un petit stock si cela vous est utile. Le logiciel iAdapt, c'est quasiment indispensable pour calculer les puissances lorsque l'on change la flèche. C'est la seule manière de pouvoir changer les puissances. C'est aussi pour débuter la seule manière de savoir si la modification doit se faire de 2, 4 ou 6, si c'est un contact ou une compression faible, modérée ou importante. Voilà. Sinon, il y a aussi bien sûr la possibilité d'utiliser le service technique du laboratoire, mais encore faut-il pouvoir expliquer et pouvoir éventuellement nous donner quelques images ou quelques détails supplémentaires. Au niveau du suivi, si tout va bien, vous revoyez donc le porteur à 1 semaine, et plutôt en fin de journée, au bout de quelques heures de port, et après vous le reverrez s'il vous plaît, à 1 mois, période à laquelle en général les lentilles sont délivrées, et un contrôle annuel est préférable, même si la durée de vie de ces lentilles est de 2 ans. Voilà. Au niveau de la commande, c'est comme les hybrides, soit le logiciel y adapte, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, ou bien le service client et service technique par mail ou téléphone. Au niveau de la manipulation, c'est très spécifique la lentille sclérale. Il faut d'abord remplir la lentille de sérum physiologique sans conservateur, donc forcément en unidose, que l'on va placer sur une ventouse, que l'on ne coupera pas, s'il vous plaît. La ventouse a besoin d'avoir un effet de succion pour être sûr que la lentille ne tombe pas. Si la lentille tombe, le bord peut s'abîmer. Le bord appose sur la conjonctive qui est beaucoup moins innervée et beaucoup moins sensible que la cornée. Et donc, votre porteur risque des complications parce qu'il ne va pas sentir que le bord de sa lentille risquerait d'être abîmé. Donc, vous posez la lentille sur la ventouse, vous mettez un minimum de 3 gouttes de fluo pour que ce soit suffisamment coloré et que l'analyse soit plus facile. Et puis ensuite, tout simplement, vous allez remplir de sérum et on remplit vraiment bien à ras-bord, comme cela est le cas ici. Et puis pour le retrait, vous allez instiller quelques gouttes de sérum dans la paupière. Vous allez réaliser un petit push-up et vous utiliserez une ventouse de retrait, c'est la même que pour l'hybride.
Vous la mettez pas au centre, hein, vous la mettrez vraiment en partie basse et le but étant de soulever la lentille et non pas de tirer dessus. Hein. Des vidéos vous sont disponibles sur notre site web, des vidéos que je vous montre de suite. Donc pour la pose, hein, ici il faut que le visage soit à l'horizontale. Hop là, et on vient poser la lentille. Ouais, hein, et puis le sérum ici déborde un petit peu, hein, il y a une petite goutte. Hein. Hop là, voilà. Et puis pour le retrait, on instille une goutte de sérum et on utilise la ventouse. Notez bien ici la ventouse qui est en partie basse de la lentille. Ça c'est très très important. Et c'est une ventouse inclinée s'il vous plaît. Ça favorise le retrait, c'est plus facile. Donc une petite vidéo de manip pour le retrait avec la ventouse. On maintient la paupière sup, la paupière inf et hop, on fait bouger légèrement la lentille et on pivote la lentille vers le haut. On essaye de décoller le bord inférieur de la lentille et non pas de tirer dessus. Au niveau du renouvellement, je vous disais, c'est 2 ans, un port journalier. On ne fait pas de port permanent avec ces lentilles. Les lentilles sont extrêmement confortables. On a quasiment le confort d'une lentille souple traditionnelle. Et donc, le port monoculaire est possible et parfaitement envisageable, je dirais même. Les essais, les lentilles vous sont envoyées à l'unité. Vous avez ici une lentille droite et une lentille gauche dans 2 boîtiers séparés. Et le budget d'environ 33 € par mois pour un équipement binoculaire. Au niveau de l'entretien, je vous conseille toujours de nettoyer vos lentilles, alors soit avec l'OT-Clean, solution de nettoyage mixte pour lentilles souples, hybrides, rigides et sclérales, ou bien un produit de nettoyage pour lentilles rigides, comme le Boston Advanced Nettoyage par exemple, pour ne citer que celui-ci. Et puis ensuite, pour la conservation, eh bien, vous utiliserez un produit multifonction pour lentilles rigides, tel ici par exemple le Boston Simplus. D'autres produits je dirais tous les produits lentilles rigides sont compatibles, sauf que leurs étuis ne le sont pas tous. Par exemple, les étuis à crochet, je cite par exemple le Presilins B5 ou le Manicure Plus, eh bien, ne permettent pas d'insérer les lentilles correctement dans l'étui, et donc vous risquez de les détériorer. Voilà, le produit est compatible, mais il faut fournir les bons étuis, des étuis plats, type étui lentilles souples ou étui pour lentilles sclérales. Chaque semaine, on vous conseille une déprotéinisation, soit enzymatique, soit Progen. Alors vous allez me dire, le Progen, il a des étuis, des crochets. Les crochets, il faut les tourner de 90 degrés, il faut les tourner, il faut les pivoter. Et puis, comme l'étui est beaucoup plus grand, eh bien ici, ça passe. Ça passe sans problème. Et le crochet est suffisamment flexible pour pouvoir maintenir la lentille pendant quelques minutes. Progen, c'est 30 minutes, une fois par semaine, donc ça le fait assez bien. Lorsqu'on veut masser la lentille, c'est la même image que tout à l'heure. On masse bien la lentille sur le pouce et l'index et on fait des petits ronds à la surface de la lentille après avoir instillé 3-4 gouttes de savon pour lentille, que ce soit l'OT-Clean de Boston Nettoyage par exemple. Et puis pour vos porteurs de lentilles sclérales, eh bien je vous disais que ces porteurs auront un état liquidien en contact avec leur cornée toute la journée, compris entre la lentille et l'épithélium cornéen, et ils auront moins ce réflexe de cligner. Ils auront même pas de sensation de sécheresse, mais par contre des dépôts qui vont pouvoir s'accumuler et qui peuvent être préjudiciables pour votre adaptation. Donc je vous invite à conseiller des agents mouillants, des agents hydratants, des agents lubrifiants, pour bien sûr lubrifier la surface de la lentille, mais aussi et surtout pour les inciter à cligner, parce que bien souvent ces porteurs clignent beaucoup moins parce qu'ils ont moins cette sensation de sécheresse et donc ont tendance à ne plus ou en tout cas beaucoup moins cligner. Je vous propose 2 cas cliniques pour cornée irrégulière ce soir. Je vous propose ce premier cas qui est un ancien porteur de lentilles cornéennes en lentilles rigides. On est sur des kératos somme toute assez cambrés, 6,37, 5,73 pour l'œil droit, 6,80, 5,98. Des kératocones pointus, pas très étendus mais pointus. Suite à l'échec en lentilles rigides, un piggyback a été tenté, mais ça a été aussi un échec. Et donc, quoi proposer à ce futur porteur de lentilles? La question c'est hybride ou ICD? Eh bien, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de votre côté de pouvoir répondre à cette question. Est-ce que pour ce porteur, vous lui conseillez plutôt une lentille hybride ou une lentille sclérale? Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander votre avis.
Alors, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce sondage. C'est très intéressant. Dans les toutes premières secondes, 100% d'entre vous qui ont cliqué de façon quasi immédiate ont tout simplement préconisé une lentille hybride pour ce porteur. C'est quelque chose qui peut être envisagé, mais dans un second temps, dans le sondage, eh bien, on a vu apparaître de façon beaucoup plus importante une indication de lentille sclérale ICD. Alors effectivement, il y a une petite réflexion sur ce cas. Les deux sont envisageables. Les deux sont envisageables. Alors, ces deux lentilles sont envisageables, si ce n'est que, malgré tout, personnellement, en conseil technique, je vous aurais plutôt conseillé une ICD. Une ICD, pourquoi? Parce qu'on a un échec en piggyback, mais avant ce piggyback, on a surtout une complication en lentille cornéenne. Et donc, ici, si je vous conseille plutôt une lentille sclérale, eh bien, c'est plutôt pour avoir un non-contact cornéen et donc ne pas risquer une nouvelle complication cornéenne par effet mécanique. La lentille hybride peut être tentée, ce n'est pas une mauvaise réponse. Alors vous allez me dire, nous on est à Caen, on est normand et la réponse est un peu peut-être bien que oui, peut-être bien que non. La lentille hybride peut être tentée parce que ça sera une solution de facilité si l'on connaît les paramètres de l'ancienne lentille rigide pour faire un premier essai. Donc la lentille hybride peut être un premier essai en lentille, on va dire, de facilité. Mais si on regarde un petit peu plus profondément, si on veut faire du non-contact, la lentille ICD est également une excellente indication et nous, en conseil technique, c'est ce que l'on vous conseillera à ce moment-là. Alors, eh bien voilà, je vais faire l'exemple comme si je vous faisais comme si vous aviez appelé conseil technique et puis on partira sur une lentille de kératocone. C'est un kératocone, donc selon la règle empirique, je vous enverrai une 4500 microns. Alors vous voyez ici quand même, les rayons sont très cambrés, c'est très pointu, mais on suit la règle. Inévitablement, on suit la règle. Vous poserez cette lentille, et que lorsque vous aurez posé cette lentille, eh bien, vous apercevrez qu'il y a un contact central au niveau du sommet du kératocone. Alors ici, il n'y a que l'œil droit, mais il y avait la même chose sur l'œil gauche. Eh bien, que faire? Je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai un contact, au centre, c'est la flèche qu'il faut modifier. Et comme il me faut au moins 300 microns au centre, 4005 plus 300, ça fait 4008. Mais comme il faut que je me garde une marge de 100 microns par rapport au moment où la lentille a été évaluée, ici la lentille a été évaluée à la pose. Et pour ne pas risquer un nouveau problème mécanique sur la cornée, on sait qu'entre le moment où on pose et le moment où on observe à 1 heure, la lentille elle s'enfonce de 100 microns. Donc il faut 300 plus les 100 microns d'enfoncement, ça fera 400. Alors comment faire? Soit on fait le calcul tout seul, soit on utilise le logiciel. Et le logiciel, on va rentrer tout simplement la lentille qu'on a posée, l'observation que l'on a, et l'observation, vous voyez ici, vous avez un croquis avec une surface de contact, qui est celle qui correspond le mieux à la surface de contact que vous avez observée. Elle n'aura pas toujours la même forme, mais c'est une notion de surface, ici. Et le logiciel va vous calculer la nouvelle flèche. Il vous dira, il faut une 4009, et la puissance, elle aura changé. Elle sera de moins 13,25. Elle tiendra compte de la puissance de la première lentille d'essai, de votre réfraction complémentaire que vous aurez fait sur cette première lentille d'essai, même s'il y avait contact, réfraction rapide, bien sûr, on n'attend pas trop longtemps, et elle tiendra compte aussi du changement de la flèche, bien sûr. Attention, c'est pas aussi efficace en termes de changement de flèche et de puissance qu'en lentille rigide, parce que le ménisque de l'arme est beaucoup plus fort, et il y a souvent un petit delta au niveau de la puissance. Mais malgré tout, ça permettra aux porteurs de porter ces lentilles pour au moins faire un test un petit peu plus long. Et donc ici, je vous invite à commander, à prescrire des lentilles ICD 4900 microns en moins 13,25. Voilà. Et puis pour la suite des essais, tout simplement, vous aviez avant posé une 4005, vous avez commandé une nouvelle lentille en 4009, vous retrouvez ici une clearance d'environ égale à l'épaisseur de la lentille, c'est-à-dire 300 microns, et surtout lorsque vous l'observez à la lampe à fente, c'est tout jaune partout. Il n'y a plus ce contact juste en dessous de la pupille ici.
Voilà. Il ne faut pas oublier, hein, qu'il faut quand même évaluer donc la compression au niveau de la conjonctive, et il faut bien sûr faire un test sur donc quelques heures, une semaine, puis 3 semaines avant de valider cette adaptation. Hein. Je vous propose un nouveau cas. Un nouveau cas, c'est quelqu'un qui a, de par son métier, des indications spécifiques. C'est un sportif, hein, en l'occurrence un professeur de sport, qui a un kératocone qui est monoculaire. Il a une kératométrie, encore une fois, très cambrée. Ce n'est pas le même que tout à l'heure, pour autant. Et puis, vous remarquerez que c'est un porteur de lentilles rigides. Mais il a quelques problèmes avec ces lentilles rigides, en l'occurrence liés à son métier, c'est l'inconfort et l'instabilité de sa lentille. Cet inconfort, il est engendré en l'occurrence aussi par un port qui est monoculaire de la lentille. Alors je vous propose un dernier sondage ce soir. Et donc de vous poser comme question, pour ce porteur de lentilles rigides qui présente un kératocone monoculaire, quelle lentille allez-vous lui conseiller? Alors, au niveau des réponses, c'est très intéressant. Je pense que vous avez à peu près tous très bien cerné cet exemple, hein, ce cas clinique. Ici, en fait, on a toutes les indications, on a toutes les raisons, en termes de simplicité, de faire en première intention une lentille hybride. Et c'est ce que le conseil technique du laboratoire vous aurait conseillé. Pourquoi? Parce que vous avez la pose préalable d'une lentille rigide de petit diamètre, une lentille rigide qui était correctement adaptée, et une puissance qui offrait une qualité visuelle tout à fait correcte et raisonnable. L'inconfort et les plaintes étaient surtout associés chez ce porteur donc à ses conditions de travail et à son port monoculaire. Je vous présente ici l'image fluo en vidéo, hein, donc de sa lentille avec un flux lacrymal, hein, au sommet de l'apex, et donc une lentille rigide somme toute relativement bien adaptée. Donc la lentille qu'on vous conseillerait nous au service technique, bien sûr, ce serait une hybride silicone. Alors quelques-uns, hein, parmi vous ont quand même privilégié la lentille sclérale. Peut-être est-ce lié au confort ou à la stabilité. Je pense qu'ici, vraiment, la première indication, c'est plutôt une lentille hybride. Il ne devrait pas y avoir de problème de confort. Il y aura en tout cas, c'est sûr, une bien meilleure stabilité, hein, parce que la lentille ici va se comporter réellement comme une lentille souple en termes de centrage et de mobilité. Et la qualité et la stabilité visuelle sera celle d'une lentille rigide, et je dirais peut-être même un peu meilleure que celle d'une lentille rigide, parce que du fait de sa mobilité qui sera plus faible, eh bien, tout simplement, cette lentille risque d'offrir en lentille hybride tous les besoins et de répondre en tout cas à l'ensemble des besoins et des plaintes que pouvait avoir ce porteur avec ces lentilles rigides. Au niveau des paramètres, vous comprendrez que c'est relativement simple. On avait une lentille rigide qui était bien adaptée. Nous allons juste prendre une jupe 0, un diamètre 14,90, un rayon qui était celui qu'il portait en lentille pour débuter, un rayon de 6,30 et une puissance qui était la même puisqu'on n'a pas changé le rayon. Et donc tout cela pour obtenir cette image fluo avec ce lac de fluo central qui reprend en fait la partie la plus plate, hein, au-dessus de l'apex du cône, et toujours cet arc de fluo au-dessus, cet arc de fluo pardon à la jonction. Voilà.
Alors voilà, pour ce soir, hein, ça fait déjà un certain temps qu'on est ensemble et j'ai beaucoup de mains levées, j'ai beaucoup de questions, donc je vais vous laisser les uns après les autres la parole. Nos prochains rendez-vous, eh bien, on a plein d'autres rendez-vous à vous proposer, astigmate et presbyte par exemple, avec nos lentilles rigides et lentilles hybrides multifocales, l'orthoca, et puis aussi les astigmatismes réguliers. Pourquoi une lentille rigide? Pourquoi une lentille hybride? Donc, vous voyez, on a plein de choses à vous proposer dans les choses à venir, mais on a aussi des formations à consulter, hein, si vous voulez en savoir un peu plus sur les géométries en lentilles hybrides et lentilles sclérales. Il suffit pour cela de vous connecter dans votre espace professionnel sur webinaire et ces formations sont librement accessibles et à tout moment. Voilà. Nos supports de formation aussi, hein, pour en savoir un peu plus, pour télécharger donc tous ces liens de formation directement sur notre site internet. C'est consultable et téléchargeable, hein, que ce soit l'hybride, la lentille sclérale ICD, la lentille d'orthoca ou même plus d'informations sur l'utilisation de notre logiciel iAdapt. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, c'est l'adresse e-learning@laboratoirelcs.com et tout le service technique se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, je termine en vous remerciant pour votre participation et donc le débat va être ouvert puisque je vais tout simplement répondre à vos questions les uns après les autres. En tout cas, je vous remercie de votre participation à tous et à toutes.